Il la regardait comme s'il s'agissait d'une simple tache de boue sur ses chaussures en cuir italien faites main. Julien Thorne, le milliardaire le plus impitoyable de Paris, pensait que Claire Bennett n'était qu'une serveuse maladroite et lente, une femme sans importance incapable de verser du vin assez vite pour satisfaire son ego démesuré. Il l'avait humiliée devant toute l'élite de la capitale, la traitant d'incompétente et exigeant son renvoi immédiat dans un éclat de voix qui avait glacé l'atmosphère de la salle. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette serveuse qu'il méprisait tant était la seule personne dans cette pièce capable de comprendre la langue que ses ennemis parlaient dans son dos. Le destin de 80 millions d'euros reposait désormais entre les mains de la femme qu'il venait de tenter de détruire. Et le retournement de situation finale allait changer sa vie à jamais. Le tintement du cristal contre l'argenterie était habituellement un rythme réconfortant pour Claire Bennett. Une musique familière qui rythmait ses soirées. C'était le son du loyer enfin payé, des factures médicales que l'on épongeait petit à petit, service après service, heure après heure. Mais ce soir, à l'Obsidienne, le restaurant le plus exclusif de la place Vendôme, ce son résonnait comme le tic-tac d'une bombe à retardement prête à exploser. Claire ajusta le col de son uniforme noir rigide, grimaçant légèrement sous la pression du tissu contre sa peau fatiguée. Ses pieds la brûlaient, une douleur sourde et persistante qui remontait le long de ses mollets comme une décharge électrique. Elle travaillait depuis 10 heures d'affilée, ayant accepté un double service, parce que son propriétaire avait décidé d'augmenter son loyer de 200 € sans le moindre préavis légal. Bennett, table 4 maintenant. Le directeur de salle, Henri, siffla ces mots à son oreille en claquant ses doigts devant son visage, avec une arrogance insupportable. Henri était un homme petit, doté d'un complexe de Napoléon, et d'un postiche qui semblait vouloir s'échapper de son crâne chauve à chaque mouvement brusque. « Et arrangez votre tablier. Vous avez l'air d'avoir lutté contre un conteneur à poubelle. »« Oui, Henri, je suis désolé, » murmura Claire en replaçant une mèche de ses cheveux blonds miel derrière son oreille. Elle prit une profonde inspiration, composant son visage pour afficher ce masque d'indifférence polie et de soumission professionnelle requis pour servir à l'Obsidienne. La table 4 était la table du pouvoir, celle qui offrait la vue la plus imprenable sur les lumières de la ville, réservée exclusivement à ceux dont la valeur nette dépassait le produit intérieur brut de certains petits pays. Ce soir-là, elle était occupée par Julien Thorne. Tout le monde connaissait Julien Thorne à Paris. À 32 ans, il possédait une mâchoire assez tranchante pour couper du verre et des yeux de la couleur d'une mer déchaînée, d'un bleu profond qui promettait un naufrage à quiconque s'approchait de trop près. Il était le PDG de Thorne Dynamics, un conglomérat technologique qui dévorait ses concurrents comme de simples amuse-bouches. Il était aussi, selon les tabloïds et les discussions de groupe du personnel, un individu d'une arrogance colossale et d'une froideur absolue. Claire s'approcha de la table avec une bouteille du cru le plus cher de la cave. Un Château Margaux 1982. Julien était assis avec 2 autres hommes. L'un était son assistant nerveux, Marcus, qui semblait vibrer d'anxiété à chaque mouvement de son patron. L'autre était un homme plus âgé, corpulent, avec une barbe grise épaisse et un regard calculateur, Elias Vogel, le chef d'une firme d'ingénierie allemande rivale. C'était le moment crucial. Les rumeurs en cuisine disaient bien que Thorne allait conclure le contrat du siècle ce soir, une acquisition de 80 millions d'euros concernant la technologie propriétaire de micropuces de Vogel. « De l'eau », dit Julien sans même lever les yeux de sa tablette numérique. « Bien sûr, monsieur. Et pour le reste de la table ?» demanda Claire d'une voix qu'elle espérait stable malgré l'épuisement. « Contentez-vous de verser le vin et essayez de ne pas y passer la nuit entière. » trancha Julien en lui jetant enfin un regard. Son regard était froid, dédaigneux. Il regardait à travers elle, pas vers elle. Pour lui, elle n'était qu'un élément de mobilier qui respirait, une fonction plutôt qu'un être humain. Claire sentit une bouffée de chaleur monter le long de son cou, mais elle serra les dents pour ne pas répondre. Elle déboucha la bouteille avec un soin extrême, ses mouvements étant le fruit d'années de pratique. Elle versa une petite quantité pour que Julien puisse goûter. Il fit tournoyer le verre avec agressivité, prit une gorgée rapide et fit un geste de la main méprisant. « C'est bon, servez. » Alors que Claire se déplaçait autour de la table pour servir Elias Vogel,
L'homme plus âgé la dévisagea avec insistance, ses yeux s'attardant de manière inconfortable sur sa taille. « Chon !» murmura Vogel dans sa barbe, avec un sourire narquois aux lèvres. Claire se figea pendant une microseconde. Elle connaissait ce mot. Cela signifiait belle en allemand. Elle continua de verser, son visage restant un masque de pierre. Ce qu'aucun de ces hommes ne savait, ce que personne à l'Obsidienne n'aurait pu deviner, c'est que Claire Bennett n'était pas simplement une serveuse. 3 ans auparavant, elle était major de sa promotion à la Sorbonne, étudiant le commerce international et la linguistique avec une bourse d'excellence. Elle parlait couramment 4 langues, le français, l'italien, l'espagnol et l'allemand. Elle était censée être assise à des tables comme celle-ci, pas les essuyer. Mais l'accident avait tout brisé. Ses parents avaient été tués par un conducteur ivre. Son jeune frère Théo était resté paralysé, nécessitant des soins constants 24 heures sur 24. L'argent de l'assurance s'était évaporé en 6 mois. Sa bourse ne couvrait pas les frais de subsistance pour 2. Alors Claire avait abandonné ses études. Elle avait troqué ses études de cas contre des menus de cocktail et la stratégie d'entreprise contre le calcul des pourboires. Alors, Julien, dit Elias Vogel, son français était teinté d'un fort accent mais restait parfait. Les contrats sont prêts. Mon équipe juridique a envoyé la version finale sur votre serveur sécurisé il y a 5 minutes. Je suis en train de les examiner, répondit Julien d'une voix tendue. Mais je vois une divergence dans la clause de transfert de brevet, Elias. Section 4, paragraphe B. Elias éclata d'un rire sonore et creux. Une simple formulation standard, Julien. Vous les Français, vous vous inquiétez trop. Cela stipule simplement que nous conservons les droits sur les prototypes développés avant 2020. Tout ce qui sera produit à partir de maintenant vous appartient. Claire était en train de remplir le verre d'eau de Marcus. Elle jeta un coup d'œil à la tablette posée sur la table. Le texte était petit, mais elle avait une vision parfaite. Julien semblait stressé. Il passe une main dans ses cheveux sombres. « Je n'aime pas ça, cela semble restrictif. Vous achetez le futur, pas le passé, » dit Elias en se penchant en avant. Puis il changea de langue pour passer à l'allemand, tournant légèrement la tête vers la fenêtre, supposant que personne ne pouvait le comprendre. Cet idiot n'a aucune idée que les algorithmes de 2024 sont basés sur l'ancien code, murmura-t-il en allemand. S'il signe, nous récupérons la propriété de l'entreprise dans 6 mois. C'était un piège, une dépendance cachée. Si Julien signait ce contrat, il n'achetait pas la technologie, il la louait indirectement. Vogel pourrait lui retirer le tapis sous les pieds quand il le souhaiterait, provoquant ainsi la faillite de Thorn Dynamics. Claire sentit ses mains trembler. Une goutte d'eau s'échappa de la carafe et s'écrasa sur la nappe blanche immaculée, juste à côté de la main de Marcus. Elle avait compris chaque mot de cette trahison. « Attention !» s'écria Marcus en retirant brusquement sa main. La conversation s'arrêta net. Julien tourna lentement la tête, ses yeux se réduisant à 2 fentes dangereuses. Le stress de l'accord, la chaleur de la négociation et sa propre arrogance se transformèrent en un rayon laser de rage, dirigé directement contre Claire. « Vous êtes sérieux, là ?» demanda Julien d'une voix basse, d'un calme mortel. « Je vous présente mes excuses, monsieur, » dit Claire précipitamment en cherchant une serviette pour éponger la minuscule tache. « Ça a glissé, » répéta Julien en se moquant d'elle. Il regarda Elias, puis revint à Claire. « J'essaie de conclure un accord de 80 millions d'euros, et vous êtes incapable de verser de l'eau dans un verre sans provoquer un désastre. Ce n'est qu'une goutte, monsieur. Je vais changer la nappe immédiatement. »« Assez, » aboya Julien. Il se leva, la dominante de toute sa hauteur. « Vous êtes trop lente. Vous planez au-dessus de nous comme un vautour toute la soirée, interrompant ma concentration, et maintenant, vous faites des dégâts. Vous êtes incompétente. » Le restaurant devint soudainement silencieux. Les autres dîneurs se tournèrent pour regarder la scène. Claire sentit son visage brûler de honte, l'humiliation lui piquant les yeux. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin de cet argent pour la séance de physiothérapie de Théo la semaine prochaine. « Je suis désolé, monsieur Thorn, » chuchota-t-elle. « Je ne veux pas de vos excuses, » grinça Julien. Il claqua des doigts vers le poste du maître d'hôtel. « Manager, venez ici tout de suite. » Henri arrive en courant, l'air terrifié. « Oui, monsieur Thorn, tout va bien. Sortez cette femme de ma vue, » ordonna Julien en pointant un doigt accusateur vers Claire. « Elle est maladroite, elle est lente et elle gâche mon dîner. Je veux un nouveau serveur, un qui possède un cerveau de préférence. » Henri se tourna vers Claire, le visage cramoisi de fureur. « Bennett, en cuisine.
Immédiatement. Votre service est terminé. Nous discuterons de votre avenir ici demain matin. Claire resta là, les mains serrées sur la carafe d'eau, son cœur battant violemment contre ses côtes. Elle regarda Julien. Il s'était déjà rassis, ignorant purement et simplement son existence, reportant son attention sur Elias Vogel qui souriait comme un chat ayant attrapé une souris. Elle aurait dû partir. Elle aurait dû s'éloigner, sauver ce qui lui restait de dignité et supplier pour garder son emploi plus tard. Mais elle regarda de nouveau Elias Vogel. Il lui adressa un clin d'œil dégoûtant et arrogant. Il pensait avoir gagné. Il pensait que Julien était un imbécile et que Claire n'était rien. Claire Bennett avait perdu ses parents. Elle avait perdu son diplôme. Elle avait perdu son avenir. Mais elle n'avait jamais perdu sa fierté. Et elle refusait de laisser un serpent comme Vogel l'emporter. Même si l'homme qu'il s'apprêtait à mordre était un odieux personnage comme Julien Thorne. Elle prit une profonde inspiration salvatrice. « Il vous ment, dit Claire. » Sa voix était claire, tranchante, transperçant l'atmosphère feutrée du restaurant de luxe. Julien se figea. Il leva les yeux, confus et incrédule. « Pardon ?» Henri saisit le bras de Claire. « Claire, arrêtez ça tout de suite. Allez à l'arrière. » Claire dégagea son bras avec force. Elle s'approcha de la table, verrouillant son regard dans celui de Julien Thorne. « J'ai dit qu'il vous mentait, » répéta-t-elle en pointant un doigt tremblant vers Elias Vogel. « Si vous signez ce papier, vous perdez tout ce que vous avez bâti, pendant 3 secondes interminables. » Le seul son sur le toit terrasse fut celui du vent, s'engouffrant dans les jardinières décoratives. Julien Thorne fixait Claire comme si elle venait de voir pousser une deuxième tête. L'audace pure d'une serveuse interrompant une fusion de haut vol était du jamais vu dans son monde. Sa réaction initiale fut la fureur. Mais quelque chose dans les yeux de la jeune femme, une intensité farouche et intelligente, le fit hésiter. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» demanda Julien, sa voix redevenant dangereusement basse. « Sortez-la d'ici. » Couina Marcus, l'assistant, en regardant l'expression terrifiante de son patron. « Sécurité. » « Non. » Julien leva une main pour faire taire Marcus. Il ne rompit pas le contact visuel avec Claire. « Vous avez exactement 10 secondes pour m'expliquer pourquoi vous ne venez pas de commettre un suicide professionnel avant que je ne vous fasse bannir de tous les établissements de cette ville. » Elias Vogel rit, bien que le son paraisse forcé. « Julien, je vous en prie, c'est absurde. Cette fille est manifestement déséquilibrée. Elle cherche sans doute à obtenir de l'argent. » Il se tourna vers Claire, le visage durci par la menace. « Va-t'en, petite fille. Les adultes discutent. » Claire ignora totalement Vogel. Elle garda son regard fixé sur Julien avec une détermination inébranlable. « Vous étiez inquiet pour la section 4. Paragraphe B. » commença Claire, sa voix devenant de plus en plus stable. Elle canalisait la confiance qu'elle affichait jadis dans les amphithéâtres de la Sorbonne. Le transfert de brevets concernant les prototypes antérieurs à 2020. Les yeux de Julien se plissèrent. « Comment savez-vous cela ? Est-ce que vous lisiez par-dessus mon épaule ? Monsieur Vogel vient de vous dire qu'il s'agissait d'une formulation standard. » Continua Claire sans se laisser démonter. « Il a dit que vous achetiez le futur. »« Et alors ?» trancha Julien. « Et alors ?» dit Claire en se tournant pour foudroyer Vogel du regard. « Juste avant que vous ne me criez dessus, Monsieur Vogel s'est tourné vers la fenêtre et a parlé en allemand. Il a dit exactement ceci. Cet idiot n'a aucune idée que les algorithmes de 2024 sont basés sur l'ancien code. S'il signe, nous récupérons la propriété de l'entreprise dans 6 mois. » Le visage d'Elias Vogel se vida de tout son sang si rapidement qu'on aurait dit qu'il avait reçu un coup de pelle. Il frappa violemment la table de sa main. « Mensonge. Elle ment. C'est une serveuse folle qui a renversé de l'eau sur vous et qui divague. » Julien ne regarda pas Vogel. Il regarda Claire longuement. Il traitait l'information. Il était lui-même un codeur brillant à ses heures. Il connaissait l'architecture de sa propre technologie. Si les nouveaux algorithmes étaient effectivement construits sur les fondations de l'ancien code hérité et qu'il ne possédait pas les droits sur ces fondations, il était fini. « Il vous a traité d'idiot, » ajouta Claire en croisant les bras. Et il a dit que la dépendance du code était le piège. Julien tourna lentement la tête vers Elias. La température de l'air à la table semblait avoir chuté de 20 degrés en un instant. Julien Thorne était connu pour son tempérament volcanique. Mais son silence était bien pire. C'était le calme qui précède une détonation nucléaire. « Elias, dit Julien doucement, est-ce que c'est vrai ?»« Bien sûr que non, » bafouilla Elias, la sueur perlant sur son front. « Elle invente tout cela. »
Comment une serveuse pourrait-elle connaître des termes techniques comme algorithme ou code hérité? C'est probablement une espionne industrielle envoyée par vos concurrents pour saboter cet accord. Je ne suis pas une espionne, dit Claire d'un ton sec. Je suis une étudiante qui a dû arrêter ses études, et je parle allemand, c'est tout. Julien ramassa sa tablette. Ses doigts volèrent clair sur l'écran avec une rapidité phénoménale. Marcus, sors les schémas techniques de l'architecture des puces Vogel. Superpose-les avec les exclusions de la section 4. Tout de suite, monsieur, balbutia Marcus en tapant furieusement sur son ordinateur portable. C'est une insulte, s'écria Elias en se levant et en boutonnant sa veste. Je ne resterai pas ici pour être interrogé à cause des hallucinations d'une domestique. Julien, si vous ne signez pas ce contrat à l'instant, l'accord est annulé. Le prix augmentera de 10 millions demain matin. Assieds-toi, Elias. Julien n'avait pas crié, mais l'ordre était absolu et sans appel. Je ne vais pas, commença Vogel. Assieds-toi, hurla Julien en frappant du poing sur la table. Les couverts sautèrent sous le choc. Elias se rassit, tremblant. Je l'ai trouvé, murmura Marcus, le visage blême. Il tourna l'écran de l'ordinateur vers Julien. Monsieur, elle a raison. Le noyau central de la version 2024 fait référence aux bibliothèques de 2019. Si nous ne possédons pas les prototypes de 2019, nous n'avons pas la licence nécessaire pour faire fonctionner le nouveau logiciel. Nous leur paierions 80 millions d'euros pour une voiture sans moteur. Julien fixa l'écran. Le piège était élégant, enterré profondément dans le jargon juridique et le code, caché là où seul un audit très spécifique l'aurait trouvé, ou là où une vantardise imprudente dans une langue étrangère le révélerait. Julien ferma les yeux un instant, laissant la réalisation de ce qui venait de se passer l'envahir. Il avait failli perdre 80 millions d'euros. Il avait failli détruire la réputation de son entreprise. Et il avait été sauvé par la personne qu'il venait de traiter de trop lente. Il ouvrit les yeux et regarda Elias Vogel. « Dehors. Julien, nous pouvons renégocier, » tenta Vogel. « Si vous n'êtes pas hors de ma vue dans 30 secondes, je demande à mon équipe de sécurité de vous jeter par-dessus ce toit, » dit Julien d'un ton presque aimable. « Et ensuite, je demanderai à mon équipe juridique de vous poursuivre pour négociation de mauvaise foi et fraude. » Elias Vogel s'extirpa de la banquette, attrapant sa mallette avec précipitation. Il lança un regard de pure haine à Claire en passant devant elle. Mais il ne dit pas un mot. Il s'enfuit vers l'ascenseur. Le silence revint à la table. Marcus fixait Claire, la bouche bée. Henri, le manager, se tenait à quelques mètres de là, donnant l'impression qu'il allait s'évanouir d'un instant à l'autre. Julien Thorne tourna lentement sa chaise pour faire face à Claire. Pour la première fois de la soirée, il la regardait vraiment. Il vit les poignets élimés de son uniforme, les cernes sous ses yeux dissimulés par du maquillage bon marché, l'intelligence brûlant derrière son expression fatiguée. « Vous parlez allemand ?» constata-t-il simplement. « Et français, espagnol et italien », répondit Claire, sa voix reprenant un ton professionnel et distant. « Y aura-t-il autre chose, monsieur ? Ou dois-je aller vider mon casier comme ordonné ?» Julien cligna des yeux. Il avait oublié qu'il l'avait renvoyé. « Vous n'êtes pas renvoyé, » dit Julien brusquement. « En fait, monsieur, » intervint Henri en s'avançant pour tenter de sauver la situation. Elle a été très impolie envers un invité de marque. Le protocole dicte que... Tais-toi, Henri. Julien ne regarda même pas le manager. Laissez-nous un moment. Henri s'inclina et se retira rapidement dans l'ombre. Julien se leva. Il était grand, bien plus d'1,80 m. Il fit un pas vers Claire. La dynamique avait totalement changé. Elle n'était plus la servante. Elle était la sauveuse. Mais Julien Thorne ne savait pas comment dire merci. Il ne savait que conclure des marchés. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Les serveuses ne connaissent généralement pas les dépendances de code hérité. »« Claire Bennett, » répondit-elle. « Et je lis beaucoup. »« Vous venez de me faire économiser 80 millions d'euros, Claire Bennett. »« Je vous en prie, dit-elle. Est-ce que cela signifie que j'aurai un bon pourboire ? J'ai vraiment besoin de payer mon loyer. » Julien laissa échapper un rire court et incrédule. C'était la première fois qu'il souriait de toute la soirée. Un pourboire. Vous pensez qu'un pourboire couvre une telle chose ? Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une carte de visite noire et élégante. Il la lui tendit. « Soyez à mon bureau demain matin à 8 heures pile. 40e étage de la tour Thorne à la Défense. » Claire regarda la carte, puis le regarda lui. « J'ai un service demain matin. Le service du petit déjeuner. »« Plus maintenant, dit Julien.
Vous êtes trop intelligente pour verser du café à des touristes. Vous étiez trop lente pour ce restaurant, Claire, parce que vous avancez à une vitesse différente de celle de tous les autres ici. Vous étiez la seule assez rapide pour attraper Vogel. Il se pencha légèrement vers elle. Ne soyez pas en retard. Je déteste le retard presque autant que je déteste perdre de l'argent. Il jeta une liasse de billets de 100 € sur la table. Au moins 2000 € et fit signe à Marcus. Allons-y, j'ai perdu l'appétit. Claire le regarda s'éloigner, sa démarche étant longue et assurée. Elle baissa les yeux sur l'argent posé sur la table, puis sur la carte noire dans sa main. Les lettres dorées en relief indiquaient Julian Thorne, PDG. Elle n'avait aucune idée qu'en entrant dans ce bureau le lendemain, elle s'apprêtait à vivre quelque chose de bien plus dangereux que de renverser de l'eau sur une nappe. Elle avait sauvé son contrat, mais elle venait de marcher en plein milieu d'une guerre pour son âme. Et Elias Vogel n'était pas le genre d'homme à pardonner à une serveuse de l'avoir humiliée ainsi. Le soleil du matin frappait la peinture écaillée de l'immeuble de banlieue où vivait Claire, illuminant les fissures dans les murs qu'elle essayait habituellement d'ignorer pour ne pas perdre espoir. Mais aujourd'hui, le monde semblait différent, plus tranchant, plus dangereux. Claire était assise au bord du lit de son frère, ajustant avec précaution les oreillers derrière son dos. Théo, 18 ans et piégé dans un corps qui refusait de lui obéir depuis l'accident, lui offrit un sourire un peu tordu mais sincère, malgré l'effort. « Tu as l'air féroce », parvint à articuler Théo, ses yeux brillants d'une lueur d'espoir. Claire lissa la jupe de sa seule tenue professionnelle, un tailleur bleu marine qu'elle avait acheté dans une friperie pour ses entretiens à la Sorbonne des années auparavant. Il était un peu serré aux épaules maintenant. Ou peut-être était-ce simplement le poids qu'elle portait sur elle qui l'oppressait. « J'ai une réunion importante, Théo, » dit-elle doucement en lui caressant les cheveux. « Si ça se passe bien, nous aurons une nouvelle infirmière, une qui arrive à l'heure. On pourra t'acheter ce nouveau fauteuil motorisé. » L'homme riche et en colère, plaisanta Théo. Claire lui avait raconté la soirée de la veille, omettant la partie où elle avait été humiliée pour se concentrer sur le moment où elle avait surpassé un milliardaire allemand. « L'homme très riche et très en colère, » confirma Claire. Elle embrassa son front. « Madame Mercier est juste à côté si tu as besoin de quoi que ce soit. Je serai de retour vers 18 h. » Laisser Théo était toujours la partie la plus difficile de la journée. Mais l'enveloppe d'argent que Julian Thorne avait jetée sur la table brûlait dans son sac à main. C'était suffisant pour couvrir 2 mois de loyer, mais ce n'était pas un avenir. Claire avait besoin d'un avenir solide. Elle prit le métro vers la Défense, le bruit et la saleté du trajet contrastant violemment avec sa destination finale. La tour Thorne perçait le ciel comme un éclat d'obsidienne noire, reflétant les nuages passants. C'était une forteresse de verre et d'acier, intimidante et froide. Quand Claire s'approcha du bureau de réception dans le hall de marbre, elle ressentit la piqûre familière du jugement social. Ses chaussures étaient un peu usées, son sac à main fatigué. La réceptionniste, une femme avec un sourire aussi artificiel que son bronzage, la dévisagea de haut en bas. « Les livraisons se font par l'entrée de service à l'arrière », dit la réceptionniste sans quitter son écran des yeux. « Je suis ici pour voir Julian Thorne », déclara Claire en posant la carte de visite noire sur le comptoir élevé. « J'ai un rendez-vous à 8 h. » Les sourcils de la réceptionniste montèrent d'un cran. Elle ramassa la carte, l'inspecta comme s'il pouvait s'agir d'une contrefaçon, puis tapa quelque chose sur son ordinateur. Son attitude changea instantanément. « Mademoiselle Bennett, toutes mes excuses. L'ascenseur privé de Monsieur Thorne est sur votre droite, dernier étage. Il vous attend. » La montée fut si rapide que Claire sentit ses oreilles se boucher. Quand les portes s'ouvrirent au 40e étage, Claire ne fut pas accueillie par un couloir, mais par un immense bureau en open space qui respirait la puissance. Meubles minimalistes, art moderne, valant probablement plus que son immeuble entier, et une vue panoramique sur Paris qui coupait le souffle. Julian Thorne se tenait près de la fenêtre, le dos tourné. Il était au téléphone, parlant un italien rapide et sec. « Lorenzo, je me fiche des excuses. Je veux des résultats avant midi ou je coupe le financement. » Il raccrocha et se retourna. Il paraissait différent à la lumière du jour, encore plus affûté si c'était possible. Il portait un costume gris anthracite qui lui allait comme une seconde peau. « Vous avez 3 minutes d'avance », constata Julien en vérifiant sa montre. « J'aime ça. J'accorde de la valeur à mon temps, Monsieur Thorne, » répondit Claire en serrant son sac. « Et au vôtre aussi. » « Vraiment ?
Julien contourna son immense bureau et ramassa un dossier. Il ne l'invite pas à s'asseoir. J'ai fait vérifier vos antécédents hier soir, Claire. C'est une lecture intéressante. Claire Bennett, major de promo, bourse complète pour la Sorbonne. Sur la liste du doyen chaque semestre. Et puis pouf, vous disparaissez en 2023, abandonnant vos études pour sombrer dans l'industrie des services. Ma vie personnelle n'est pas à votre menu, monsieur, dit Claire avec raideur. Elle l'est si vous travaillez pour moi, rétorqua Julien en jetant le dossier sur le bureau. Conducteur ivre, parents tués, frère paralysé, aucune indemnisation parce que le conducteur n'était pas assuré et insolvable. Tragique. Claire ressentit une vague de colère. Est-ce que vous m'avez fait venir ici pour avoir pitié de moi? Parce que je n'ai pas besoin de votre charité. J'ai mérité ce pourboire hier soir. Je ne fais pas de charité, dit Julien froidement. Je fais des investissements, et en ce moment, je regarde un actif gaspillé. Il contourna le bureau et s'appuya contre le bord, croisant les bras sur sa poitrine. J'ai renvoyé mon négociateur principal pour le secteur européen ce matin. Il s'avère que c'est lui qui a laissé passer la clause de Vogel. Il était soit incompétent, soit acheté. J'ai besoin de quelqu'un qui parle les langues, comprenne la culture et ait le courage de me dire quand je marche dans un piège. Claire cligna des yeux, surprise. Vous voulez que je sois négociatrice. Je suis une serveuse. Je n'ai pas terminé mon diplôme. Je me fiche d'un morceau de papier. Ce qui m'importe, c'est que vous ayez entendu un murmure dans un restaurant bruyant et que vous ayez compris les implications juridiques d'une dépendance de code. Les yeux de Julien s'ancrèrent dans les siens. Je vous offre un poste de liaison exécutive. Vous serez mon ombre. Vous traduisez, vous conseillez et vous surveillez mes arrières. Le salaire de départ est de 150 000 € par an, plus les bonus. Le chiffre frappa Claire comme un coup physique. 150 000 €. C'était la thérapie de Théo. C'était un appartement accessible aux handicapés. C'était une vie nouvelle. J'ai besoin d'une assurance santé complète, lança Claire sans réfléchir. Une couverture totale, incluant les conditions préexistantes et les soins de longue durée pour une personne à charge. Julien marqua une pause. Il étudia son visage, voyant le désespoir qu'elle essayait si durement de cacher. « D'accord, dit-il simplement. Mais vous devez savoir une chose, Claire. Je ne suis pas un homme facile pour qui travailler. Vous l'avez vu hier soir. J'exige la perfection. Je possède votre temps. Si je vous appelle à 3 heures du matin, vous répondez. Si je vous dis de prendre un vol pour Tokyo, vous faites vos valises. Il n'y a pas de jour de congé dans mon monde. Je n'ai pas peur du travail acharné, monsieur Thorne. J'ai travaillé 80 heures par semaine pour un salaire de misère. Travailler pour vous ressemble à des vacances. » Julien eut un sourire en coin, un sourire presque prédateur. « Ne vous installez pas trop confortablement. Les loups dans ce bâtiment mordent de plus fort que ceux de la rue. » Il appuya sur un bouton de son téléphone de bureau. « Victoria, venez ici. » Les lourdes portes en chêne du bureau s'ouvrirent, et une femme entra. Elle était magnifique, grande, avec des cheveux noirs de jais coupés au carré, portant une robe rouge qui semblait faite de sang et de soie. « Tu m'as appelé, Julien. » Sa voix était douce, comme du velours enveloppant un poignard. Victoria Sterling, ma vice-présidente des opérations, présenta Julien sans aucune chaleur dans la voix. « Victoria, voici Claire Bennett. Elle reprend la logistique du comte Vogel et les communications européennes. » Victoria s'arrêta net. Elle regarda Claire, ses yeux détaillant le tailleur bon marché, les chaussures sensées, l'absence de bijoux coûteux. « Tu plaisantes ?» Victoria laissa échapper un rire sec. « Ça, on dirait qu'elle s'est perdue en cherchant une agence d'intérim. Julien, nous avons une réunion du conseil d'administration dans 2 jours. Tu ne peux pas amener un chien errant dans la salle du conseil. Ce chien errant parle 4 langues et a sauvé 80 millions à l'entreprise hier soir pendant que tu étais dans un spa. » Trancha Julien. « Elle est engagée. Occupe-toi de sa sécurité et de son badge. Et Victoria, sois aimable. » Le sourire de Victoria n'atteignit pas ses yeux. Elle se tourna vers Claire, tendant une main parfaitement manucurée. « Bienvenue chez Thorne Dynamics, Claire, » dit Victoria. « J'espère que vous apprenez vite. Nous avons un taux de rotation élevé pour les assistants. » Claire prit la main. Elle était froide comme de la glace. « Je ne suis pas une assistante, » répondit Claire en soutenant le regard de Victoria. « Et je ne me brise pas facilement. » À 14 heures, Claire avait l'impression d'avoir été passée au mixeur. Le processus d'intégration était brutal. On lui avait remis un ordinateur portable, un téléphone qui sonnait sans cesse et une pile de dossiers concernant l'acquisition de Vogel qui faisait 10 cm d'épaisseur. Julien ne plaisantait pas.
Il s'attendait à ce qu'elle sache tout immédiatement. Elle était installée dans un petit bureau vitré adjacent à celui de Julien. C'était clairement conçu pour qu'il puisse la surveiller à chaque instant. Mais le véritable défi n'était pas le travail, c'était l'atmosphère. Les employés de Thorn Dynamics se déplaçaient comme des requins, silencieux, efficaces et prêts à attaquer au moindre signe de faiblesse. Et tout le monde savait qui elle était. La serveuse engagée sur un coup de tête. Les murmures la suivaient jusqu'à la machine à café. Tu as entendu? Julien l'a ramassée dans un restaurant. Elle a dû bien servir pour monter si vite. Je lui donne une semaine. Claire les ignora royalement. Elle mit ses écouteurs, noya le bruit ambiant sous de la musique classique et plongea dans les dossiers Vogel. En lisant, quelque chose commença à la titiller. Elle passait en revue les journaux de communication interne entre Thorn Dynamics et l'équipe allemande de Vogel. Il y avait des lacunes, des courriels faisant référence à des appels téléphoniques qui n'étaient pas enregistrés, des décisions prises sans trace écrite, spécifiquement cette clause de transfert de brevet qu'elle avait repérée. Elle avait été ajoutée au contrat seulement 3 heures avant le dîner fatidique. Qui avait autorisé le projet du côté de Thorn? La signature numérique au bas du projet d'approbation était caviardée dans le fichier général. Claire fronça les sourcils. Elle utilisa son accès administrateur, que Julien lui avait pleinement accordé, pour fouiller dans les métadonnées du document. C'était crypté. Malin, murmura-t-elle. Elle n'était pas une hackeuse professionnelle, mais elle savait reconnaître des schémas. Elle regarda l'horodatage. Hier, 16h15. Elle vérifia le calendrier de l'entreprise. Qui était connecté au serveur sécurisé à 16h15 hier? Seules 3 personnes possédaient ce niveau d'autorisation. Julien, le conseiller juridique général, et Victoria Sterling. Un coup frappé contre sa vitre la fit sursauter. C'était Victoria. Elle tenait une housse de vêtements et une boîte à chaussures. « Julien veut que vous soyez au gala ce soir, » dit Victoria, sa voix dégoulinante d'une fausse douceur. Le bal des innovateurs technologiques. Vogel sera présent et Julien veut que vous traduisiez. Elle déposa les objets sur le bureau de Claire. Il a demandé à son styliste d'envoyer ça puisque votre garde-robe actuelle est franchement embarrassante. Claire se leva, son pouls s'accélérant. Merci, Victoria. Victoria s'appuya contre le cadre de la porte. Vous savez, Claire, Julien a l'habitude de collectionner les choses brisées. Il pense qu'il peut les réparer, mais finit toujours par s'ennuyer. La dernière fille qui s'est assise dans ce bureau est partie en larmes. Je ne suis pas ici pour être collectionnée, répondit calmement Claire. Je suis ici pour travailler. Nous verrons bien. Victoria sourit de manière énigmatique. Oh, et faites attention ce soir. Vogel est humilié. Un animal blessé finit toujours par mordre. Victoria partit. Claire ouvrit la housse de vêtements. C'était une robe bleu nuit, élégante et sophistiquée. Elle était magnifique. Mais alors que Claire touchait le tissu, son téléphone vibra. C'était un numéro inconnu. « Allô ?» répondit Claire. « Fräulein Bennett » dit une voix rauque à l'autre bout du fil. Le sang de Claire ne fit qu'un tour. Elle reconnut cette voix instantanément. C'était Elias Vogel. « Comment avez-vous eu ce numéro ?» chuchota-t-elle en regardant autour d'elle pour voir si quelqu'un l'observait. Julien était dans son bureau, le dos tourné. « J'ai des amis partout, Claire, » dit Vogel. « Même à l'intérieur de votre toute nouvelle tour brillante. Vous m'avez embarrassé hier soir. Vous m'avez coûté énormément d'argent. Vous avez essayé de commettre une fraude, » répliqua Claire. « Je n'ai fait que l'exposer. Vous jouez à un jeu que vous ne comprenez pas. » La voix de Vogel baissa d'un octave. « Vous pensez que Julien Thorn est votre sauveur. C'est un requin tout comme moi. Il va vous dévorer. C'est tout ce que vous avez à dire, monsieur Vogel. J'ai du travail. Je sais pour votre appartement, » dit Vogel doucement. Claire se figea. Les bruits du bureau s'estompèrent. Elle n'entendait plus que le bourdonnement de son propre sang. Quoi? Le bâtiment en briques rouges. Vogel récita l'adresse. Et je sais pour Théo. Paralysé, dépendant, vulnérable. Si vous l'approchez, siffla Claire, sa main serrant le téléphone si fort que ses articulations blanchirent. Je vous tuerai. Fogurit. Tant de feu. J'aime ça. Écoutez attentivement, Claire. Ce soir au gala, Julien va essayer de lancer une offre publique d'achat hostile sur ma filiale en guise de représailles. Vous allez l'arrêter. Je ne vous aiderai jamais. Si, vous le ferez, dit Vogel. Parce que si cet accord se conclut ce soir, je passerai un appel et mes associés rendront visite à votre cher frère. Les accidents arrivent vite dans ces vieux bâtiments. Des incendies, des fuites de gaz. Vous êtes un monstre? Je suis un homme d'affaires, corrigea Vogel. Au gala, vous traduirez une offre erronée.
Vous saboterez la négociation pour que Julien se retire. Faites cela et votre frère restera en sécurité. Refusez, et nous nous assurerons que son assurance soit encaissée rapidement. » La ligne se coupa. Claire resta plantée là, le téléphone tremblant dans sa main. Elle avait l'impression qu'elle allait vomir. Elle regarda à travers la paroi vitrée vers Julien. Il était le maître de l'univers, confiant et puissant. Si elle lui disait « l'aiderait-il ou la verrait-il comme un fardeau ?»« Je ne fais pas de charité », avait-il dit. Si Vogel menaçait l'entreprise, Julien se battrait. Mais risquerait-il son accord de 80 millions pour un garçon paralysé qu'il n'avait jamais rencontré? Et si elle disait à Julien, Vogel pourrait le découvrir. Il avait dit avoir des amis à l'intérieur. Claire regarda le document crypté sur son écran, celui que Victoria Sterling avait peut-être signé. L'ennemi n'était pas seulement aux portes, il était déjà dans les murs. Claire Bennett essuya une larme sur sa joue et durcit son expression. Elle ne pouvait faire confiance à personne. Elle était seule. Elle regarda la robe bleu nuit. Ce n'était plus une tenue de soirée. C'était une armure de combat. « D'accord, Vogel, » murmura-t-elle dans la pièce vide. « Vous voulez jouer, Jones ?» Elle ramassa la robe. Elle n'allait pas saboter Julien. Et elle n'allait pas laisser Vogel blesser Théo. Elle allait trouver une troisième option. Une qui détruirait Vogel sans que Julien ne sache jamais qu'on lui avait mis un pistolet sur la tempe. Mais pour cela, elle devait survivre à cette nuit. Claire se tenait dans les toilettes d'une station de métro proche de la tour Thorne, fixant son reflet dans le miroir fissuré. La robe bleu nuit que Julien avait envoyée lui allait à la perfection, épousant ses courbes d'une manière qui lui semblait étrangère, après des années passées à porter des sweats à capuche informes et des tabliers tachés. Elle appliqua le rouge à lèvres que Victoria avait inclus dans la boîte, un pourpre profond qui lui donnait un air dangereux, mais ses mains tremblaient. Elle sortit son téléphone et composa un numéro. Ça sonna 2 fois. « Allô, ma chère, Madame Mercier. » La voix de Claire tremblait, mais elle la força à rester stable. « J'ai besoin d'une immense faveur. Est-ce que votre fils Marc est à la maison ce soir? »« Oui, il vient de finir son service de police. »« Pourquoi? »« J'ai besoin qu'il aille chez moi tout de suite. Qu'il reste avec Théo. Ne laissez entrer personne. Pas un livreur, pas le propriétaire. Personne, sauf si c'est moi. » Il y eut un silence. Madame Mercier savait que la vie de Claire était difficile, mais elle n'avait jamais entendu ce ton dans sa voix auparavant. « Claire, est-ce que tout va bien? »« Non, mais ça ira. S'il vous plaît, dites juste à Marc de prendre son arme de service. » Claire raccrocha. Marc était sergent dans la police nationale. Si les hommes de Vogel essayaient de toucher à Théo ce soir, ils tomberaient dans une embuscade policière, avec la sécurité de Théo théoriquement assurée. La panique dans la poitrine de Claire commença à refluer, remplacée par une rage froide et tranchante. Vogel avait fait une erreur monumentale. Il avait menacé la seule chose au monde qu'elle avait encore à perdre. Elle sortit de la station de métro et héla un taxi qu'elle ne pouvait pas se permettre, se dirigeant vers l'hôtel de Crillon où se tenait le bal des innovateurs technologiques. La salle de bal était un océan de cravates noires et de diamants. Les serveurs circulaient dans la foule, avec des plateaux de champagne. Un travail que Claire faisait encore 24 heures plus tôt. Maintenant, elle franchissait la porte principale en tant qu'invitée. Elle repéra Julien immédiatement. Il se tenait près du centre de la pièce, un verre de scotch à la main, l'air s'ennuyant profondément alors qu'un homme en smoking de velours lui parlait sans s'arrêter. Quand Claire s'approcha, le regard de Julien glissa vers elle. Il s'arrêta de boire à mi-chemin. Il ne sourit pas, mais son regard la balaya de la tête aux pieds, s'attardant une seconde de trop. Il s'excusa auprès de l'homme au smoking et marcha droit vers elle. « Vous avez l'air. » Julien marqua une pause, cherchant ses mots. « Comme si vous aviez toujours fait partie de ce monde. »« C'est juste une robe, monsieur Thorne, » dit Claire en restant sur ses gardes. « Cendrillon l'appellera à minuit. »« Heureusement que nous prévoyons de conclure l'accord avant 23 heures, » répondit Julien. Il se pencha plus près, sa voix baissant. « Vogel est dans le salon privé. Il a bu. Il est agité. Il sait que nous le tenons à la gorge concernant le code hérité. Je vais pousser pour un rachat complet de sa division robotique pour 60 centimes par euro investi. » L'estomac de Claire se noua. Julien visait la jugulaire. Si elle faisait ce que Vogel demandait et sabotait l'accord, Julien perdrait cette opportunité. Si elle aidait Julien, Vogel passerait son appel à ses hommes de main. « Julien !» murmura une voix suave. Victoria Sterling apparut, ressemblant à un oiseau de proie dans sa robe de soie rouge.
Elle passa son bras sous celui de Julien, marquant son territoire. Ses yeux se tournèrent vers Claire avec un venin non dissimulé. « Je vois que le chien errant a réussi à se décrasser », dit Victoria avec un sourire crispé. « Bien que porter du bleu à un gala technologique soit un peu démodé, vous ne trouvez pas? Elle est très bien ainsi, Victoria, » dit Julien d'un ton sec. « Est-ce que la salle est prête ?»« Oui, Vogel attend. Il exige que nous commencions maintenant. » Victoria se tourna vers Claire. « J'espère que votre allemand est à la hauteur, ma chère. La terminologie juridique est bien différente de la lecture d'un menu. »« Je m'en sortirai, » répondit Claire d'une voix glaciale. Alors qu'ils marchèrent vers le salon privé, Claire sentit une vibration dans sa pochette de soirée. Elle vérifia discrètement. « Un SMS de Madame Mercier. Marc est avec Théo. Personne ne rentre. Vas-y, ma grande. » Claire laissa échapper un souffle de soulagement. La cage était ouverte. Ils entrèrent dans le salon privé. C'était une pièce sombre, sentant le cigare coûteux et le cuir. Elias Vogel était assis dans un large fauteuil, entouré de 2 colosses en guise de garde du corps. Il leva les yeux à leur entrée, son regard se fixant instantanément sur Claire. Il lui adressa un sourire complice écœurant. Il pensait la tenir. Il pensait qu'elle était terrifiée. « Ah, Julien !» tonna Vogel en se levant sans offrir sa main. « Et l'assistante, comme c'est charmant. Passons les politesses, Elias, » dit Julien en s'asseyant en face de lui. Claire se tint à la droite de Julien. Victoria resta près de la porte, observant. « Je suis d'accord, » dit Vogel. Il passe immédiatement à l'allemand, ses yeux perçant ceux de Claire. « Dites-lui que je veux 100 millions pour la division robotique, en liquide. S'il refuse, je fais fuiter la faille de sécurité de ses serveurs cloud à la presse demain matin. » Claire se figea. Ce n'était pas seulement une négociation, c'était une autre menace. Julien regarda Claire. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était le moment. Vogel l'observait, attendant qu'elle traduise un mensonge, qu'elle adoucisse le coup, qu'elle sabote l'accord en faisant reculer Julien par frustration. Claire regarda Vogel, puis elle regarda Julien. Elle fit un pas de plus vers Julien. « Il a dit qu'il voulait 100 millions, » dit Claire en français. Vogel hocha la tête, satisfait. « Et, » continua Claire en gardant une voix neutre, « il menace de faire fuiter une faille de sécurité dans vos serveurs cloud, si vous n'acceptez pas. » Le sourire de Vogel disparut instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle traduise la menace. Il s'attendait à ce qu'elle dise autre chose, qu'elle tergiverse. Quoi? La voix de Julien était comme un claquement de fouet. Il regarda Vogel. « Vous me chantez ?» Vogel devint pourpre de rage. « Espèce d'idiote !» hurla-t-il en allemand. « Est-ce que tu veux que ton frère meure? Qu'est-ce qu'il dit encore ?» demanda Julien, sentant le basculement d'énergie dans la pièce. Claire tourna le dos à Vogel, faisant face à Julien. Elle le regarda droit dans les yeux. Elle fit un pari risqué. « Monsieur !» commença-t-elle dans un italien fluide et rapide. « Cet homme menace de tuer mon frère paralysé si je ne sabote pas cet accord. Il a des hommes devant mon appartement, mais la police est déjà là-bas. Il est désespéré. Détruisez-le. » La pièce devint silencieuse. Elias Vogel regardait l'un puis l'autre, la confusion embrumant son visage colérique. Il ne parlait pas italien. Il savait que Claire parlait une langue étrangère, mais il ne savait pas ce qu'elle avait dit. Victoria, près de la porte, se raidit. Elle ne parlait pas italien non plus, mais Julian Thorne, lui, le parlait. Son expression ne changea pas. Pas un muscle de son visage ne tressaillit, mais ses yeux, cette mer déchaînée, se transformèrent en un ouragan dévastateur. Il regarda Claire, traitant l'information, le chantage, le frère, le courage qu'il lui avait fallu pour rester là et tout exposer. Il se leva lentement. Il boutonna sa veste. « Elias, » dit Julien d'une voix terrifiante de calme. « Je pense qu'il y a eu un malentendu. Elle vous ment !» cria Vogel en repassant au français, la sueur inondant son front. « Elle est incompétente. »« Au contraire, » dit Julien en contournant la table. « Elle est la personne la plus compétente dans cette pièce. » Julien s'arrêta à quelques centimètres de Vogel. Il dominait l'homme d'affaires allemand. « Vous avez mentionné une faille de sécurité dans mes serveurs, » dit doucement Julien. « Tenter d'utiliser une faille de sécurité pour un gain financier est un crime fédéral. On appelle cela de l'extorsion d'entreprise. »« Je n'ai jamais dit une telle chose, » bafouilla Vogel. « C'était hypothétique. »« Et » continua Julien, sa voix tombant dans un murmure que seuls Vogel et Claire pouvaient entendre. « Si vous menacez encore mon personnel ou leur famille, si vous pensez même au nom de Théo Bennett. » Le visage de Vogel devint livide. Il comprit que Claire lui avait tout dit.
Je ne vais pas seulement vous ruiner, Elias, promit Julien. Je vais vous traquer. Je dépenserai chaque euro de ma fortune pour m'assurer que vous passiez le reste de votre vie dans une cellule si petite que vous ne pourrez pas vous retourner. Est-ce que vous me comprenez? Vogel s'effondra dans son fauteuil, cherchant son souffle. La dynamique du pouvoir avait basculé si violemment qu'il en avait le vertige. Maintenant, Julien se redressa, ajustant ses poignets. Le prix pour la division robotique est de 40 millions. Pas 100. Et vous allez signer le transfert complet des droits de brevet pour le code hérité immédiatement. Ou j'appelle la gendarmerie tout de suite et je leur fais écouter l'enregistrement de cette réunion. Un enregistrement, Queen Vogel. Julien tapota sa montre connectée. Toujours en train d'enregistrer, Elias. C'était un bluff. Claire savait que c'était un bluff. Julien n'avait touché sa montre qu'à l'instant. Mais Vogel était brisé? Très bien, murmura Vogel. Très bien. Quarante millions. Prenez-les. Claire. Rédigez le protocole d'accord, ordonna Julien sans se retourner. Victoria, faites venir l'équipe juridique pour finaliser les signatures. Claire s'installa à la table, ses mains étant enfin stables. Elle sortit un carnet de sa pochette et commença à écrire. Elle ressentit une décharge d'adrénaline si puissante que cela lui donnait presque le tournis. Elle l'avait fait. Elle avait défié un monstre et elle avait gagné. Alors que Vogel signait les papiers d'une main tremblante, Julien marchait vers la fenêtre, regardant les lumières de Paris. Claire finit de valider la signature. Vogel attrapa sa mallette et s'enfuit de la pièce sans un mot, ses gardes du corps sur ses talons. La pièce était vide, excepté pour Claire, Julien et Victoria. « Eh bien, » dit Victoria d'une voix tendue. C'était inattendu. Beau travail, Julien. Je vais porter ces documents aux avocats. Elle tendit la main vers les papiers que Claire tenait. Attends, dit Julien. Il se tourna depuis la fenêtre. Victoria, comment Vogel connaissait-il l'existence du frère de Claire? L'air sembla quitter la pièce. Victoria se figea, sa main restant suspendue au-dessus des documents. Comment devrais-je le savoir? Vogel a des ressources. Il a probablement fait vérifier ses antécédents tout comme toi. J'ai fait cette vérification ce matin, dit Julien en marchant lentement vers elle. Le dossier était sur mon bureau. Seules 2 personnes avaient accès à ce dossier physique avant que je ne le mette sous clé. Moi et toi. Julien, tu deviens paranoïaque. Victoria rit nerveusement. Tu penses que c'est moi qui lui ai dit? Je pense que, commença Claire, sa voix calme mais ferme. Je pense que c'est vous qui avez approuvé le projet de contrat original hier à 16h15. Celui avec la clause cachée. J'ai vérifié les journaux de métadonnées. Votre signature numérique était cryptée, mais l'identifiant utilisateur était le vôtre. Le visage de Victoria se durcit. Le masque de l'exécutrice loyale glissa, révélant la pourriture en dessous. Espèce de petite rate, siffla Victoria à l'adresse de Claire. C'était bien toi, dit Julien, sa voix chargée de déception. Pourquoi? Tu es avec moi depuis 5 ans. J'ai fait de toi une millionnaire. Tu as fait de moi une servante, hurla Victoria, perdant tout sang-froid. C'est toujours Julien par-ci, Julien par-là. J'ai construit la moitié de cette entreprise. Et tu me traites comme une secrétaire de luxe. Vogel m'a proposé un poste de PDG dans son nouveau conglomérat. Il m'a proposé du respect. Il t'a proposé une cage, dit Julien. Et tu m'as vendu pour cela. Julien sortit son téléphone. Sécurité. Escorter mademoiselle Sterling hors du bâtiment et révoquer ses accès. Tout de suite, 2 agents de sécurité imposants apparurent à la porte presque instantanément. Victoria les regarda, puis regarda Julien. Elle redressa sa robe, essayant de retrouver un semblant de dignité. « Tu le regretteras, Julien, » cracha-t-elle. « Tu as besoin de moi. Elle n'est qu'une serveuse. Elle se brisera en 1 semaine. Elle a fait plus en 24 heures que toi en 5 ans, » dit froidement Julien. Dehors, Victoria fut emmenée. La porte se referma. Claire et Julien étaient seuls dans le luxe silencieux du salon privé. Le contre-coup de l'adrénaline frappa Claire d'un coup. Ses genoux fléchirent. Julien fut là en 1 seconde, la rattrapant par le coude avant qu'elle ne tombe. Sa prise était forte, rassurante. « Doucement », murmura-t-il. Il la guida vers le sofa que Vogel venait de quitter. « Asseyez-vous. » Claire s'assit, prenant sa tête entre ses mains. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû mêler mes problèmes personnels à votre contrat. Vous ne les avez pas mêlés, » dit Julien en s'asseyant sur la table basse devant elle, ignorant le froissement de son pantalon de luxe. Il était au même niveau qu'elle maintenant. Ils vous les ont imposés et vous les avez gérés. Il tendit la main, hésitant un instant avant de prendre délicatement la sienne. Il regarda les callosités sur ses doigts, marque de années de labeur manuel. « Est-ce qu'il est en sécurité »
demanda Julien. Votre frère, le fils de ma voisine, est avec lui. C'est un policier, répondit Claire en levant les yeux. Ses yeux étaient humides. Mais Vogel, il sait où j'habite. Plus maintenant, dit fermement Julien. Vous ne retournez pas en banlieue ce soir, je le dois. Théo est là-bas. Nous allons déplacer Théo. Ce soir, dit Julien. Ce n'était pas une suggestion. J'ai une suite médicale dans mon appartement de la tour. Mon père l'utilisait avant de nous quitter. C'est entièrement équipé. Infirmière, sécurité, tout. Vous resterez tous les deux là-bas jusqu'à ce que je puisse organiser une résidence sécurisée permanente pour vous. Julien, je ne peux pas. Claire secoua la tête. Je ne peux pas accepter cela. Je suis votre employé, pas votre pas, quoi, demanda Julien, sa voix basse et intense. La tension entre eux changea encore une fois. Ce n'était plus de la peur. C'était quelque chose de magnétique. Vous avez sauvé mon entreprise 2 fois en 2 jours, dit Julien. Laissez-moi vous sauver une fois, s'il vous plaît. Claire regarda dans ses yeux d'orage. Pour la première fois, l'orage semblait s'être dissipé. Elle voyait un homme seul au sommet, cherchant une connexion. « D'accord », chuchota-t-elle. Julien serra sa main. Il se leva et l'aida à se relever. « Allons chercher votre frère », dit-il. Claire Bennett sortit de l'hôtel de Crillon, non pas comme une serveuse, ni comme une victime, mais comme la femme marchant aux côtés de l'homme le plus puissant de Paris. Mais alors qu'ils s'avançaient dans l'air frais de la nuit, un flash de caméra les aveugla. Les paparazzi étaient là. Et demain, le titre ne porterait pas sur l'accord Vogel. Ce serait le milliardaire et la mystérieuse serveuse. Et quelque part dans l'ombre de la ville, Elias Vogel passait un dernier appel téléphonique. Il avait perdu son argent, mais il n'avait pas perdu sa haine. Les gyrophares bleus et rouges, des voitures de police, illuminaient la façade de briques de l'immeuble de Claire. Quand le convoi de SUV noir de Julien s'arrêta, le quartier était déjà en éveil. Claire se précipita hors de la voiture, le cœur au bord des lèvres. Théo. Mais elle s'arrêta net. Là, assis sur les marches de l'immeuble, se trouvait Elias Vogel. Il n'était pas entouré de gardes du corps cette fois. Il était menotté, poussé dans une voiture de patrouille par Marc Mercier. Julien s'approcha de Claire, sa main se posant de manière protectrice sur son dos. « Vous ne pensiez pas que je viendrais ici sans appeler à l'avance », murmura Julien. « J'ai demandé à mon équipe de sécurité de se coordonner avec votre ami Marc dès que nous avons quitté l'hôtel. Vogel a essayé de se glisser par l'entrée arrière pour atteindre votre frère. Marc l'attendait de pied ferme. Vogel leva les yeux à travers la vitre de la voiture de police, son regard vide. Il avait perdu son entreprise, sa réputation et sa liberté en une seule nuit. Tout cela parce qu'il avait sous-estimé une serveuse. Claire courut monter les escaliers. Elle trouva Théo assis dans son fauteuil dans le couloir, souriant alors que Madame Mercier s'agitait autour de lui. « Tu as vu ça, Claire ?» s'exclama Théo, pointant vers l'extérieur. Marc l'a chopé comme dans un film d'action. Claire tomba à genoux et serra son frère dans ses bras, cachant son visage contre son épaule. « Tu es en sécurité. Tu es en sécurité. » Julien apparut dans l'encadrement de la porte. Il semblait hors de propos dans ce couloir délabré. Un titan de l'industrie en smoking. Mais il sourit à Théo. « Fais tes valises, petit, » dit doucement Julien. « On sort d'ici ?» 6 mois plus tard. La vue depuis le 40e étage de la tour Thorne était différente quand on était assis de l'autre côté du bureau. Claire ajuste ses lunettes. Elle ne portait plus d'uniforme ni de tailleur de friperie. Elle portait un blazer crème sur mesure qui imposait le respect. La plaque sur son bureau indiquait Claire Bennett, directrice de la stratégie. La fusion avec la division allemande est terminée, dit Claire en faisant glisser une tablette sur le bureau en acajou. Et nous avons sécurisé les brevets pour les nouveaux exosquelettes médicaux. Le prototype est prêt pour les tests. Julien Thorne se tenait près de la fenêtre, regardant la ville qu'il dominait. Il se retourna, un petit sourire aux lèvres. « Des exosquelettes ?» demanda-t-il. « Est-ce pour le travail ou pour le personnel ?»« Pour les deux », sourit Claire. Théo a fait ses premiers pas assistés avec le prototype ce matin. Il a traversé la pièce entière. Julien. L'expression de Julien s'adoucit pour devenir d'une chaleur authentique. C'est le meilleur retour sur investissement que j'ai jamais eu. Il s'approcha de son bureau, mais au lieu de prendre la tablette, il prit sa main. « Vous savez, » dit Julien, son pouce traçant les contours de ses phalanges. « Tout le monde me disait que j'étais fou de mettre une serveuse dans la direction. Ils disaient que vous étiez trop inexpérimentée, trop émotive. Et qu'est-ce que vous leur répondez ?» demanda Claire avec un défi joyeux dans les yeux. « Je leur réponds que vous n'avez jamais été une serveuse, » murmura Julien en se penchant très près d'elle.
Vous étiez juste une reine en exil. Et je suis l'heureux imbécile qui vous a trouvé. Vous m'avez traité de lente, lui rappela Claire avec un sourire malicieux. J'avais tort, murmura Julien en supprimant la distance entre eux. Vous attendiez juste le bon moment pour nous rattraper tous. Il l'embrassa alors. Ce n'était pas une poignée de main d'affaires, mais une promesse d'avenir. C'était passionné, profond et rempli du feu qui avait brûlé leurs ennemis et construit un nouvel empire sur les cendres. Claire Bennett avait servi sa dernière table. Elle n'était plus invisible. Elle était la partenaire, la sauveuse et le cœur de l'homme le plus puissant de la ville. Et cette fois, plus personne n'oserait lui demander de se dépêcher. Quel voyage incroyable. Claire est passée de l'humiliation pour une goutte d'eau à la direction de l'entreprise, sauvant l'homme qu'il avait autrefois méprisé. Cela prouve simplement qu'il ne faut jamais juger quelqu'un sur son uniforme. On ne sait jamais si la personne qui vous sert est un génie déguisé. Julien a appris à ses dépens que l'arrogance peut coûter des millions, mais que l'humilité et l'amour n'ont pas de prix. Avez-vous aimé la transformation de Claire? Pensez-vous que Victoria a eu ce qu'elle méritait? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette histoire de karma, de romance et de justice, n'hésitez pas à laisser un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines histoires dramatiques. Merci d'avoir suivi ce récit et à bientôt pour la suite. Claire se souvenait encore de la sensation de la carafe d'eau froide dans ses mains. Mais désormais, elle tenait les rênes d'une puissance mondiale. Théo, dont le courage avait été son moteur, voyait enfin la lumière au bout du tunnel grâce à la technologie qu'ils avaient sauvée ensemble. Julien, autrefois prisonnier de sa propre solitude dorée, avait trouvé en Claire non seulement une collaboratrice de génie, mais une âme capable de le défier et de le rendre meilleur. Ensemble, ils formaient un duo invincible, naviguant dans les eaux troubles de la haute finance parisienne avec une intégrité que personne n'avait vu venir. Elias Vogel, quant à lui, croupissait derrière les barreaux, méditant sur l'erreur fatale de croire que la richesse permettait de piétiner les plus humbles. Victoria, bannie de ce monde de prestige qu'elle aimait tant, n'était plus qu'un souvenir amer dans les archives de Thorn Dynamics. La justice avait été rendue, non seulement dans les tribunaux, mais aussi dans les cœurs. Le bal des innovateurs n'était que le début d'une ère nouvelle pour eux deux. Chaque décision prise au sommet de la tour Thorn était désormais guidée par cette nuit-là, rappelant à Julien que la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, mais à sa capacité à rester debout quand tout s'effondre. Claire Bennett, la fille qui parlait 4 langues et qui voyait à travers les mensonges, était devenue la légende que Paris n'attendait pas. Sa renaissance symbolique était complète. De l'ombre des cuisines à la lumière des projecteurs, prouvant que le destin appartient à ceux qui ont le courage de parler quand le monde entier veut les faire taire. Les cicatrices de l'accident de ses parents étaient toujours là, mais elles ne l'entravaient plus. Elles étaient devenues les fondations de sa force. Théo marchait, Julien aimait, et Claire régnait, non par la peur, mais par l'intelligence et la grâce. Le script de sa vie avait été réécrit avec une encre indélébile, celle de la réussite et de la rédemption finale.